Bien-être ensemble, le magazine de la famille et de l'éducation présenté par Émilie Brigand. Experts, interviews, débats, reportages, témoignages, interactivités, c'est le rendez-vous avec vous-même à ne pas manquer sur Radio Médecine Douce. Platon disait, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Parce que, aurait pu ajouter Jimi Hendrix, la musique ne ment pas. Et si je complète ces deux citations anachroniques par une dernière d'Igor Stravinsky, « Les animaux et les enfants sont ceux qui comprennent le mieux la musique », alors vous comprendrez pourquoi je me suis rendue à l'un des plus grands festivals de musique de France depuis 40 ans, qui réunit beaucoup d'amis, de célibataires, de couples et de familles, le Printemps de Bourges. Je voulais y rencontrer des musiciens qui travaillent avec les enfants et pour les enfants, et j'y ai rencontré bien plus que ça. Dans cet épisode inédit de Bien-être ensemble, vous découvrirez la pianiste et musicothérapeute Mathilde Gaillardin-Brunet et ses toutes petites élèves. Lydie Baron et Jean-Baptiste Prioul du groupe Léonard nous expliqueront comment ils travaillent en famille. Laura Mauger, chanteuse de blues et intervenante en milieu hospitalier et scolaire, partagera avec nous ses premiers souvenirs de musique qui ont déterminer sa manière de transmettre aujourd'hui de bonnes ondes. Et Guillaume Ledoux, ex-star punk des années 80, il avait 12 ans quand il était la star du groupe Zéro de Conduite. Il a ensuite créé le groupe Blancas avec qui il a sorti un album pour enfants en 2015, Balthazar Tête de Bois. Il reviendra sur sa carrière dans quelques instants. Les petits Français sont-ils de grands mélomanes? Comment la musique leur parle-t-elle? Et la musique adoucit-elle le cœur en même temps que les mœurs? Voyage au centre de la France, au cœur du Berry, au cœur des fans, au cœur des familles et des petits-enfants. Histoire de musique en musique. Laura Mauger, tu es auteure, compositrice et interprète, tu joues du piano, tu as 2 formations, LL Swing et Cool Dreams Quintet. Avec cette dernière formation, tu as fait un concert le premier mercredi du printemps de Bourges. Et puis j'ai eu envie de t'interviewer parce que tu travailles aussi en maison de retraite, tu travailles aussi avec les enfants de temps en temps, tu interviens parfois dans les écoles. Alors quel est le rapport finalement entre les personnes âgées et les enfants dans ce que la musique peut leur apporter, ou des interventions comme ça d'artistes et de musiciens en institution par exemple peuvent leur apporter? Eh bien en fait, ce qui est assez chouette avec les personnes âgées, c'est que tu as vraiment l'impression que la musique, c'est complètement un vecteur de retour à l'enfance pour eux. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Et ils se rappellent des paroles par cœur, ça les replonge dans des souvenirs qu'ils ont enfouis parfois très très loin dans leur jeunesse. Et tout de suite, on sent qu'ils apprennent la musique avec la même âme un jeune enfant peut le faire. Tu veux dire que les personnes âgées qui, par exemple, auraient des troubles de la mémoire ou Alzheimer, quand tu viens chanter au piano, j'imagine? Oui, piano, guitare, avec Stéphane Passina, qui est guitariste avec moi notamment. Tu leur proposes de chanter et ils se souviennent des paroles, des chansons de leur enfance, j'imagine. Exactement, ouais. On a monté un set... Donc avec Stéphane Passina, qui est guitariste avec moi dans la formation duo LL Swing, on a monté un set d'1h30 pour les MARPA et les EHPAD, qui sont des institutions pour les personnes âgées. Mm-hmm. Et notamment, on a été sur une unité Alzheimer. Donc en fait, les gens ont une liste d'une 50aine de titres, majoritairement des chansons françaises de leur époque. Et ils peuvent choisir le morceau qu'ils ont envie qu'on interprète pour eux. Et ils ont également un carnet avec les paroles à disposition, ce qui leur permet de chanter avec nous. Et j'aime beaucoup cette formule parce que déjà, elle les met ils sont acteurs en fait du concert et pas uniquement ce côté passif où ils subissent les musiques qu'un musicien aurait choisi lui-même, même si la plupart du temps, on essaye quand même d'adapter les chansons pour... Mais là, ils sont acteurs et puis le fait d'avoir les paroles, la plupart les connaissent
par cœur, de tête, même dans les unités Alzheimer. C'est d'ailleurs assez impressionnant que, pour le coup, les paroles des musiques leur restent bien ancrées en mémoire, même pour ces personnes qui ont des petits troubles de déficience de la mémoire. Et du coup, voilà, on fait ce type d'intervention auprès du public des personnes âgées. Et alors, comment tu les sens après ? Est-ce qu'ils te font des retours ? Est-ce qu'ils expriment leurs émotions après le concert, ces gens ? Là, on parle des personnes âgées. Ouais, alors pour certains, complètement. C'est vrai que dans ces institutions, parfois, il y a des publics qui sont vraiment médicalisés de manière assez importante et qui, du coup, au niveau des réactions, ne sont pas forcément dans la capacité de pouvoir exprimer leur satisfaction. Avec des mots, mais peut-être avec leur corps, ils y arrivent plus. Il y a des publics qui... Voilà, tout dépend vraiment du type de déficience qu'ils peuvent avoir sur la fin de leur vie. Mais il y a des gens avec lesquels c'est excessivement fort. Je me rappelle donc à Bellevue, à l'EHPAD de Bourges, il y avait un monsieur qui s'est... c'était Jacques Brel, c'était Amsterdam, et j'attaque la musique et il s'est planté devant moi en voulant me pousser à chanter encore plus. C'était d'une intensité assez folle en fait, ce qui se passait entre nous deux à ce moment-là. Physiquement et même dans l'intensité de regard. Et lui était là vraiment droit comme il devant moi, comme s'il était à fond. Je crois qu'il avait l'impression d'avoir presque Jacques Brel devant lui. Pourtant, je sais qu'on n'a pas beaucoup de ressemblances ni vocales ni physiques. Mais ça, c'était super intense et je me suis dit que cet homme-là ça avait dû lui faire le ramener dans un espèce de souvenir complètement incroyable. Alors, est-ce qu'il avait vu Jacques Brel en concert ? Est-ce que ça l'a plongé dans... Est-ce qu'il a été sur le port d'Amsterdam ? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y avait un souvenir qui avait l'air hyper intense, quoi. Et là, il y avait un échange qui était juste dément, quoi. Et alors, tu vis la même chose avec les enfants quand tu interviens dans des écoles et que tu proposes des mini-concerts ? Ouais, alors c'est super différent et en même temps, on va être sur le même type au niveau émotionnel, on va être sur le même genre d'intensité. C'est brut, quoi. Et voilà, c'est direct, c'est sans filtre, c'est pur, en fait, d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a quelque chose qui reste non pollué, en fait, dans la manière d'appréhender la musique. Et particulièrement sur les jeunes publics, c'est assez dingue. Moi, je suis chanteuse de jazz maintenant, même si j'ai arpenté d'autres courants musicaux avant. Et notamment, je fais du scat, donc c'est de l'improvisation grâce aux onomatopées. Donc pour les enfants, le jazz, c'est pas forcément ce qu'on écoute aujourd'hui en 2018. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais un peu leur réaction quand j'allais me présenter, notamment dans des classes en fin d'année où on fait des interventions. Et en fait, ils sont hyper curieux, ils adorent ça, ils ont aucune appréhension. L'adulte, à la limite, c'est celui qui va peut-être être le plus fermé, alors que l'enfant, lui, il trouve ça génial la musique, il trouve ça génial l'improvisation, il n'a pas du tout de retenue à improviser avec des onomatopées, là où un adulte éventuellement va davantage avoir peur du ridicule ou peur tout court. Donc tu leur as proposé ou tu leur proposes des jeux aux enfants pour improviser en scat. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis on échange beaucoup sur le métier de chanteuse qui pour eux, selon la tranche d'âge qu'on visite, mais moi souvent ils ont entre 9 et 11 ans, quoi. Alors ils sont excessivement curieux, je crois qu'en fait j'ai toujours cette impression où tu sais... Avant, sur la petite enfance, ils ont des héros qu'ils voient à la télé, c'est des super-héros, quoi, ce qu'on appelle les Totally Spies, je ne sais quoi. Et à un moment, il y a un décrochage vers la réalité qui se fait, mais une réalité qui est encore un peu semi-fictive finalement. Et je trouve que d'un coup, les héros sont plus forcément les super-héros de la télé, mais hop, on passe sur les chanteurs. Et les chanteurs sur lesquels ils vont s'identifier, c'est ça qui va peut-être leur permettre aussi d'affirmer leur personnalité, d'arriver dans l'adolescence doucement. Et là, tout à coup, ça leur fait quoi de voir une chanteuse en vrai dans leur classe ? Et ben, selon l'âge, c'est très drôle, quoi, parce que c'est des étoiles dans les yeux,
c'est assez fou, quoi. Ils sont super intimidés. Bon, ça va nettement mieux au bout d'1 heure ou deux. Hein, mais, Ah oui, parce que tu interviens longtemps. Oui, souvent, on passe l'après-midi, donc ça dure 2 heures, 3 heures, ça dépend. Moi, j'adapte complètement les interventions. Alors, quels sont les objectifs? Leur apprendre des chansons, leur faire travailler la mémoire, ou au contraire le corps, ou les deux en même temps? Un peu tout. Je crois que l'objectif... alors, évidemment... Il y a des objectifs pédagogiques, j'imagine, voilà, derrière. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a des objectifs qui sont aussi définis par la maîtresse qui encadre cette classe-là, qui peut avoir certaines envies selon les niveaux. Par exemple, sur l'anglais. Maintenant, même en primaire, ils apprennent l'anglais. Et ça peut être aussi la musique un vecteur d'apprentissage hyper intéressant, notamment pour retenir, tout comme on retient l'alphabet plus facilement en musique. Voilà, les musiques, ça peut vraiment faire un point d'accroche pour les jeunes publics et du coup pour l'apprentissage de l'anglais, ça peut être super. Ça peut être pour l'attention aussi, la relaxation, l'attention et l'alternance en fait de ces deux temps. On ne peut pas demander à personne, même adulte, de garder la même intensité de concentration ou de niveau de conscience sur toute une journée, c'est impossible. On a toujours des temps qui sont un peu plus actifs que d'autres, on est plus réceptif. Et la musique permet du coup d'identifier, peut-être de mieux gérer ce mode de concentration et puis de leur faire matérialiser aussi à travers la musique les temps qui peuvent être plus forts et des temps qui peuvent être plus en bémol, que ce soit au niveau du tempo, au niveau du rythme ou au niveau du volume de ce qu'on produit. Laura Mauger, tu travailles aussi sur les émotions avec les enfants? Oui, complètement. Directement ou indirectement? Directement. J'aime bien souvent me présenter comme auteure-compositrice, c'est sûr, mais interprète, je trouve ça vachement important. Interprète de mes chansons, mais aussi interprète des chansons des autres, puisqu'il y a des chansons du patrimoine musical mondial qui sont extraordinaires et qui ont des émotions dedans qui sont hyper fortes et super intéressantes. Et je trouve ça, quand je donne des cours de chant, puisque du coup je suis professeure de chant aussi, quand je donne des cours de chant, j'essaye toujours d'aller chercher, c'est hyper important de donner du relief à la musique. Et c'est aussi comme ça qu'on lui donne du relief en allant chercher ce qui s'est passé dans notre vie, qui va pouvoir nous ramener à cette émotion que demande le texte ou la chanson qu'on est en train d'interpréter. Et notamment sur les enfants, ils ont une très forte sensibilité, je trouve. Peut-être qu'on ne mesure pas toujours, et pourtant c'est assez extraordinaire comme ils peuvent être sensibles à la moindre émotion qu'ils entendent, qu'ils perçoivent, un mot plus haut que l'autre ou différemment dit, ils sont d'une sensibilité extraordinaire. Alors du coup, ouais, j'adore aller creuser là-dedans, déjà parce que je trouve qu'en plus ça peut être un super exutoire pour eux, tout de suite d'apprendre à verbaliser, à lâcher ces émotions, que c'est pas du tout une honte, mais au contraire s'en faire une force plutôt que de s'en faire quelque chose qui, à terme, peut complètement venir te bouffer la vie et t'empêcher de chanter, puisque du coup, la voix, c'est aussi un des centres émotionnels, comme le ventre, par exemple. Donc, souvent, quand on a un peu trop accumulé de tension, alors on a la voix qui se noue. Alors moi, comme j'aime la musique et que j'adore chanter, alors j'essaye de dénouer les tensions avant qu'elles arrivent. Voilà. Et alors, Laura Mauger, quel était, toi, ton rapport de petite fille à la musique? C'était une histoire de famille ou pas? C'était complètement une histoire de famille. Ça a démarré assez petite, puisque du coup, mon père était musicien. Et que j'ai ce souvenir, donc il rentrait assez tard du travail, il faisait un travail qui n'avait rien à voir avec la musique, mais quand il rentrait du travail, moi j'étais déjà au lit puisque je me couchais tôt, j'étais encore jeune, et par contre je l'entendais il allait faire de la musique, du coup ça avait quelque chose d'assez rassurant, je pense aussi. Il jouait chez toi? Ouais, il jouait à la maison en rentrant, on a une pièce à musique qui est dédiée pour ça dans le jardin. Et tu l'entendais? Donc voilà, je l'entendais, ça me berçait et je crois que c'était... je pouvais m'endormir, ça y est, c'était... Ah oui, c'était ton repère pour dormir et puis c'était rassurant. Pas tous les soirs, mais oui, quand une espèce de rituel comme ça, c'est chouette. Et ta maman, elle jouait de la musique?
Non, maman n'est pas musicienne, mais par contre, elle a toujours été assez mélomane. Elle a toujours adoré chanter, écouter mon père jouer. Elle écoute beaucoup de musique, aussi bien du français que de l'anglais, de toutes les époques. Vraiment, elle m'a aussi baignée dedans. Ça fait partie de la culture musicale qu'ils m'ont transmis tous les deux. Ouais, elle t'a fait écouter, quoi, Ouais, la musique. bien sûr, ouais. Si. Et ton père, est-ce qu'il a essayé de te mettre à un instrument, de te faire chanter? Comment ça t'est venu, cette envie d'en faire à moitié ton métier ou complètement ton métier aujourd'hui? Alors, c'était pas. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pas du tout un objectif d'en faire mon métier. C'est pas du tout ce que je me suis dit à aucun moment d'ailleurs. C'est plutôt quelque chose qui s'est imposé au fil des années, quoi. Qui s'est imposé. Ouais. Oui, Comment ça s'impose, la musique? Ça s'impose parce que, en fait, à l'adolescence, vers 13-14 ans, j'ai voulu me mettre au piano. Et puis, mon père m'a donné les premières bases pour que je puisse facilement arriver à pouvoir jouer mes premiers morceaux. C'était pour m'accompagner surtout au niveau du chant, parce que j'adorais chanter, même si ma mère n'était pas hyper fan de mes vocalises à l'époque. Mais, Donc, tu chantais depuis toute petite, Ouais. et t'as décidé de faire du piano à l'adolescence. Ouais. C'était aussi une période, tu sais, quand t'es ado, t'as plein de choses à dire, ça bouillonne dans toi et tu sais pas trop des fois où te taper ou comment essayer d'exorciser ce truc-là. Et c'est vrai que pour le coup, le chant et la musique, là, c'est vraiment quelque chose d'hyper salvateur. Enfin, pour moi, ça l'a été en tout cas. Tu prends des textes, des émotions, et puis du coup, ça te permet de lâcher, toi, tout ce qui bouillonne dans toi quand on est adolescent, quoi. Qu'est-ce qui bouillonnait? C'était quoi, du coup? Tu faisais du punk Non, pas du tout. Au piano, non, c'est non, difficile. de l'amour. Tu parlais d'amour. Ouais, bah oui. Ouais. Bah oui, quand on a 16 ans, on a tous le premier coup de cœur, la première déception. Moi, mes parents divorçaient aussi à ce moment-là, donc forcément, voilà, j'avais plein de choses comme ça que j'avais envie de sortir, quoi. Et t'as écrit des chansons à des garçons, à des filles, enfin destinées à des gens à cette époque-là? J'ai écrit beaucoup de poèmes à cette époque-là, mais ils n'étaient pas mis en musique. La composition, chez moi, c'est venu beaucoup plus tard. Et Donc t'écrivais des poèmes, tu chantais d'autres choses, des chansons d'autres gens, t'interprétais tu faisais des reprises, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu t'accompagnais au piano. Ouais. Et quand est-ce que tu as monté ton premier groupe? Mon premier groupe, c'est quand je suis arrivée à la frontière italienne, dans un petit village qui s'appelle Ossois, en Haute-Maurienne. En fait, il y avait un mec qui jouait dans un bar tous les jeudis, qui s'appelait Pat le Belge, son nom de scène, Patrick Cérès. Et il a proposé à un autre mec qui était là dans l'assemblée de venir prendre sa place 5 minutes pour jouer un morceau en mode bœuf et tout. Et ce soir-là, du coup, le mec avait un peu oublié les paroles d'un couplet de la chanson de Nougaro, Armstrong. Et puis moi, comme j'étais au premier rang, parce que j'étais absolument fan de musique, je lui avais soufflé un peu les paroles. Et en fait, en moins de temps qu'il m'a fallu pour le réaliser, j'avais un micro qui m'arrivait devant la bouche. Et paf, du coup, voilà, j'ai chanté. Et ça a plu à Patrick Cérès, qui du coup m'a proposé quelques semaines plus tard de le rejoindre sur un festival de blues qui avait lieu en Maurienne. Et puis là-bas, j'ai rencontré Jean-Claude Rapin, qui est un très grand guitariste français, qui est assez connu dans le milieu. Et puis après, tout s'est enchaîné en fait super vite. Il y avait un petit groupe qui tournait sur la région dont la chanteuse souhaitait arrêter. Je la connaissais, du coup elle avait eu connaissance que je commençais à chanter, donc pof, elle m'a mis en relation. Donc là j'ai intégré les Sim Sun, en 2 mots, comme les cimes des montagnes qui sonnent, qui était un groupe rock. Puis après j'ai fait du blues en duo avec un guitariste, et puis après je me suis mis au jazz, et puis voilà. Et maintenant c'est devenu mon métier. Si tu devais me donner une chanson qui t'a fait du bien, petite, une chanson que tu écoutais ou que tu chantais ou que tu reprenais, peu importe, ce serait quoi? Connue, pas connue, peu importe. Alors petite, je suis en train de chercher. Si je devais te donner une chanson là tout de suite maintenant, adulte, mais que je chante depuis 15 ans et que j'ai toujours chanté à tous mes concerts et toutes mes formations, c'est Summertime. Elle te fait du bien. De George Gershwin, ouais, clairement.
Et toutes les versions qui ont été faites, que ce soit les versions plus symphoniques, celles un peu plus rock de Janis Joplin notamment, celles d'Ella Fitzgerald où il y a des versions beaucoup plus blues, toutes les versions je les trouve extraordinaires. Cette mélodie, ces harmoniques, il y a quelque chose dans la musique, tu sais, c'est des ondes, c'est des fréquences en fait. Et à un moment, quand tu as certaines notes qui sont mises ensemble, moi je suis persuadée que c'est là où ça fait du bien à certaines personnes. Et là c'est peut-être propre à chacun, effectivement, c'est la mise en résonance en fait des ondes musicales avec les cellules quoi, de notre corps. Et je suis sûre que du coup il y a des moments harmoniques comme ça qui d'un coup te touchent, tu sais pas vraiment pourquoi, alors on appelle ça le côté émotionnel ou quoi. Moi je pense qu'effectivement il y a une part d'émotionnel, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose d'assez rationnel en fait là-dedans aussi. De scientifique. Ouais. Alors cette chanson, elle te fait plus de bien quand tu l'écoutes ou quand tu la chantes? Quand je l'écoute. Ouais. Ouais. Chanter, c'est autre chose. Chanter, c'est différent parce que écouter, c'est quelque chose de passif en fait. Quand je chante, je mets mes tripes sur la table et en fait, pour aller chercher l'émotion que mérite la chanson, forcément, il faut aller piocher dans ce que tu as vécu. En bon comme en mauvais, une émotion, si elle est un peu extrême, du coup, forcément, c'est assez engageant quoi, d'être là-dedans. Donc forcément, ça a un côté salvateur, mais ça a aussi un côté douloureux, quoi. Alors pourquoi on chante? Pourquoi tu chantes, Laura Mauger, si c'est à la fois salvateur et douloureux? Parce que c'est ma façon de respirer. Je sais pas. C'est devenu tellement évident en fait. J'adore ça quoi. Je sais pas, c'est peut-être les êtres humains qui ont un côté un peu maso dans tout ce qu'ils font, mais ouais, j'adore ça. Tu te sens vivant en fait. Je trouve que voilà, c'est peut-être ça le truc. Les émotions, peu importe dans quel extrême elles tombent, c'est ça qui permet de sentir que t'as un cœur qui bat et que t'es pas insensible et qu'il se passe des choses, quoi. Et la musique, c'est ça, je crois que ça me fait, en fait. Là, ça y est, je suis vivante. Je suis sûre que ça vit, quoi. Merci, Laura Mauger. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on écoute une version de Summertime que tu aimes ou peut-être une des tiennes? Ah bah, pour se comme quitter. Celle qui te fait le plus plaisir. Qu'est-ce qui te fait le plus de bien à toi? Ah bah moi je veux bien réécouter la version de Summertime avec Jean-Claude Rapin. C'est une des premières scènes que j'ai faites donc avec ce fameux guitariste dont je te parlais tout à l'heure, Patrick Cérès, Jean-Claude Rapin, Frédéric Masson au théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne. Merci beaucoup. Je t'en prie. Yeah, the living is easy. Flash out, jumping, and the curtain is high. Your daddy's rich, yes, and your mama is good looking, yeah. Oh, so much, little baby. One of these mornings, so you're gonna rise up singing, yeah.
can harm you. To mommy and daddy still standing by. And the living is easy. Fashion jumping in the concert.